Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être installés confortablement devant votre écran de télévision et faire confiance à On se dit tout, surtout ce soir puisqu'on va parler de ménopause. Je le disais il y a quelques instants, Manel, l'idéal pour moi c'est que vraiment les couples regardent l'émission ensemble parce que la ménopause n'est pas finalement qu'une histoire de femmes, qu'une problématique de femmes, c'est aussi une étape à deux à vivre dans le couple. Donc justement, ménopause, quelle prise en charge? Eh bien on va en parler à plusieurs niveaux. Dans un petit moment, on aura avec nous le professeur Sfreoui Omar pour parler des traitements qui sont importants aussi, mais en même temps, pas mal de femmes ont peur de ces traitements parce qu'il y a longtemps, on disait qu'ils pouvaient être cancérigènes. Qu'en est-il aujourd'hui en 2020? Et puis, on parle tout de suite aussi de ce volet émotionnel qui est très très important. Pourquoi ce cap de la vie est tellement, on va dire, sensible? On en parle avec vous, Fatem Zahra Al-Fathi, vous êtes coach. Bonsoir Lella, comment ça va? Bonsoir Yasmine. Tout va bien, vous allez bien? Merci pour l'invitation déjà. Alhamdoulilah, super, alhamdoulilah. Alors, dites-nous Fatem Zahra Al-Fathi, la ménopause est souvent crainte avant son arrivée. Les femmes, à l'arrivée autour de la quarantaine déjà, commencent à avoir au fond de leur tête ce mot qui arrive, cette crainte qui arrive de la ménopause. Pourquoi nous les femmes avons-nous si peur, en général, de la ménopause? Alors, même si elle est redoutée, Yasmine, la ménopause doit être vécue par toute femme. C'est une période qui va marquer la fin à pouvoir procréer, ça c'est sûr. Seulement, ce qu'il y a, c'est que, mis à part l'arrêt des règles et l'arrêt de la sécrétion des hormones, des oestrogènes et de la progestérone, il y a aussi un impact considérable sur les émotions. Donc la femme a peur surtout, elle appréhende en fait, elle appréhende comment ça va être, comment elle va vivre cette étape, cette période de la vie. Donc, parce que il ne faut pas oublier que les femmes aujourd'hui, elles s'informent, elles se documentent, elles savent pertinemment que c'est pas quelque chose qui va entrer en scène sans interférer dans ses émotions. Alors, aussi joyeuse, gaie, bonne vivante qu'elle soit, il ne faut pas se leurrer. La ménopause va avoir un impact sur ses émotions et faire naître d'autres émotions, entre guillemets, plus négatives. À savoir par exemple la colère, la tristesse, la peur, et tout ça, elle l'appréhende, la femme, avant d'en arriver là. C'est ça, vous l'avez très bien dit, en fait, de façon extrêmement concrète, c'est que ça ne va pas arriver sans interférer dans sa vie. Alors c'est vrai, qu'elle se documente, qu'elle lise, ou aussi de ce qu'elle a pu voir dans son entourage aussi. Parce que, mine de rien, les femmes entre elles, même si ça reste quand même tabou d'en parler au sein du couple, pour les échanges que j'ai pu avoir avec les femmes, certaines m'ont dit, mais vous savez Yasmine, pendant longtemps, mon mari ne savait pas que j'avais atteint la ménopause. Certaines femmes ont honte de le dire, ont honte d'en parler avec leur mari. Mais par contre, les femmes entre elles en parlent. On a plus, on va dire, de liberté à en parler entre nous. Exactement, Yasmine. C'est pour cette raison d'ailleurs que les femmes à la ménopause, elles trouvent du plaisir à se retrouver entre elles pour pouvoir justement discuter, pas seulement de ça, mais de tout et de rien. C'est-à-dire qu'elles évacuent ce qui leur pèse, ce fardeau qu'elles emportent. Et parce que à côté, avec le mari, elles éprouvent plutôt de la pudeur. Elle trouve que c'est chouma d'en parler. Évoquer un sujet aussi délicat, parler par exemple de ses bouffées de chaleur, de ses sueurs nocturnes, c'est dérangeant pour elle. Et même vis-à-vis du mari, même s'il est au courant, des fois il est au courant que sa femme est arrivée à la ménopause, il ne voudrait pas évoquer ce sujet et le mettre sur le tapis, parce qu'il sait pertinemment que c'est vraiment un sujet très délicat qui va la gêner au fond d'elle-même. Donc tout ça... Mais alors justement, si vous permettez, Fatem Zahra, pourquoi ça gênerait? Oui. De la même manière, nous les femmes, on passe par différentes étapes biologiques. Vous avez la puberté, il y a ensuite la grossesse.
arrive la ménopause, pourquoi ça devrait être problématique d'en parler avec son conjoint? Au contraire, bon, là, je ne donne pas un avis, mais je propose, je suggère à travers ma question, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'inclure dans le sujet le conjoint plutôt que d'en faire finalement une problématique 100% féminine? Ça concerne la santé émotionnelle du couple. Oui, mais beaucoup de femmes vous diront, bon, ça va arriver à quoi? Quel est le but d'en parler? Quel serait l'objectif d'en parler? Donc, qui me comprennent, qui me soutiennent. Ou en parler entre elles. Oui, soutien, oui, exactement, parce qu'il y a des maris déjà qui le savent, qui le devinent et qui sont vraiment à l'écoute, vraiment indulgents avec leurs femmes, sans évoquer le sujet. D'autres qui le savent pas, c'est vrai que non, à travers peut-être sa colère, sa tristesse, son irritabilité, parfois il peut deviner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, oui, si vous dites qu'il serait préférable d'en parler, pourquoi pas, mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment très gênant pour la femme de parler de ce sujet. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme vous dites, c'est comme ça que ça. Enfin, ça se passe comme vous êtes en train de nous l'expliquer, mais on essaye aujourd'hui d'essayer d'inverser la donne, de faire que cette période de la vie qui est tellement particulière, qui vient s'imposer à la femme, qui vient la perturber dans son quotidien, dans son humeur aussi, parce que les hormones, nous les femmes, eh bien, nous jouent pas mal de mauvais tours. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux? Justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Fatem Zahra, pour que ça se passe mieux? Et en même temps, est-ce que les femmes qui, au cours de leur vie, se sont permises plus d'espace personnel, vivent mieux l'arrivée de la ménopause que des femmes qui ont vécu principalement en tant qu'épouse et que mère? Absolument. Alors, par rapport à cela, j'ai vu quelques femmes me consulter par rapport à ce sujet. Et il y en avait quelques-unes qui vivaient très très bien leur ménopause, c'est-à-dire que bon, elles étaient plus ou moins préparées. Au contraire, elles se sentaient plus libres de faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire autrefois, faute de temps par exemple, parce qu'elles étaient occupées à s'occuper des enfants, à leur éducation et tout cela. Maintenant, à la ménopause, elles se sentent plus aptes à faire des choses qu'elles souhaitaient faire auparavant, comme par exemple suivre des cours de danse ou de chant, comme voyager entre elles, aussi encore une fois entre amis du même âge. Donc elles le vivent très très bien, même si ces émotions les submergent de temps à autre, mais elles arrivent à surmonter. D'autres pas du tout, mais vraiment elles le vivent comme si c'était une maladie, alors que c'est pas le cas. De par ce mal-être profond qui accompagne cette ménopause, de par cette tristesse au fond d'elles, ce repli sur soi, ce comportement désagréable, et des fois elles sont très conscientes de ce qui se passe au fond d'elles-mêmes, donc elles comprennent pas, mais elles vivent très très mal cette étape de la vie, cette crise. C'est une crise pour vous? Vous pensez que c'est une crise? De la même manière qu'on parle de... Parce qu'on ne parle pas de crise de la ménopause. Si, on la qualifie de crise. On parle de crise de l'adolescence, crise de la ménopause. En arabe, c'est lié, ça veut tout dire, malheureusement. C'est pareil quand ça... Justement, yes, parce que crise, parce que pour certaines femmes, ménopause rime avec vieillesse, avec fin d'une mission, avec mort des fois, je sais pas, je vais dire, parfois des femmes me disent, moi ça y est, c'est bon, je suis ménopausée, ça veut dire que je suis périmée, je sers plus à rien, et donc toutes ces idées noires font que elles prennent ça comme une maladie, comme une crise. Mais c'est fort quand même comme phrase. Elles me posent des questions, quand est-ce que ça va passer? C'est fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très fort, par exemple, d'entendre une femme se limiter entièrement et limiter son existence à son rôle de procréatrice.
son rôle voilà, de femme épouse. Absolument. Et non pas d'individu. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que toute leur vie, elles l'ont consacré à l'époux, aux enfants, à l'éducation, aux devoirs, à la famille, quoi. Du coup, dans leur tête, et cela est lié étroitement à l'éducation, aux croyances, à nos mères, des fois, à comment on a vu nos mères vivre, faire et tout cela. Donc, c'est pour cela que dans sa tête, sa vie est vraiment finie avec la ménopause, c'est-à-dire que c'est parti. Et c'est pas le cas. Il y a la jeunesse qui est derrière elle, il y a son corps. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas. Au contraire, moi je me dis qu'aujourd'hui, il faut se préparer. C'est ça. Il faut se préparer. On vous laisse, Fatem Zahra, on vous laisse finir la phrase. Oui, il faut se préparer à cette étape de la vie, se préparer, c'est-à-dire se mettre en tête que déjà c'est quelque chose de normal, de naturel, que toute femme sur Terre vit et connaît ou doit vivre et connaître, que c'est pas une fatalité en soi, qu'au contraire, ça va nous permettre de passer à autre chose. Il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que le mari dans la vie, il y a moi déjà. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie après, c'est-à-dire après, en arrivant à la ménopause? Qu'est-ce que je peux faire qui me fasse plaisir? Comment je peux occuper mon temps? Comment je peux m'épanouir? La vie n'est pas finie avec la ménopause. Non, au contraire. Je peux faire des choses telles que, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, dessiner, voyager. Le voyage, c'est magnifique pour une femme à cet âge-là, découvrir, et puis ne pas se limiter à la vie de famille. À la vie de famille. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas s'occuper de la famille. C'est ça. Non, du tout. Mais c'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. C'est ça, absolument. Merci infiniment, Fatem Zahra Al Fathi, d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. Merci beaucoup pour votre soutien moral qui est très important en cette période. Yasmine. Et comme vous l'avez dit il y a quelques instants, ce n'est pas une maladie, mais il faut un accompagnement et il faut une prise en charge. Et c'est pour ça que nous avons également avec nous le professeur Omar Sfrioui. Bonsoir professeur, vous allez bien? Très bien, bonsoir Yasmine et merci de m'avoir invité encore une fois. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé, professeur. Alors, Fatem Zahra Al Fathi le disait il y a quelques instants, la ménopause n'est bien sûr pas une maladie, de la même manière que d'autres états de la vie ne le sont pas, comme la grossesse, la puberté, etc. Mais c'est une étape de la vie qui n'est pas facile à vivre. Pourquoi? Parce qu'elle arrive avec un lot de désagréments, différents d'une femme à une autre, mais qu'on retrouve régulièrement, à savoir anxiété, bouffée de chaleur, sueur nocturne, trouble, la peau qui change. Enfin voilà, on se métamorphose sans comprendre ce qui nous arrive. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des traitements qui arrivent justement pour pallier à tous ces désagréments. Aujourd'hui, en 2020, on en est où avec ces traitements, professeur? Écoutez, comme l'a bien évoqué Madame Fathi, effectivement, c'est une période. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse par rapport à la traduction en arabe. Ce n'est pas vraiment un mot adéquat parce que j'aurais dit l'âge de l'épanouissement. La ménopause, c'est juste, elle permet à la femme de vivre la deuxième moitié de sa vie adulte, puisque si on fait le calcul, l'âge moyen de la ménopause est aux alentours de 51 ans. Il est à peu près le même partout dans le monde, à quelques différences près. Et quand on sait que la femme devient adulte à l'âge de 18 ans, donc ça lui fait 30 ans avant la ménopause et probablement une trentaine d'années après la ménopause. Donc c'est une longue période qu'il faut qu'elle vive très sereinement. Et comme vous l'avez bien dit, effectivement, c'est pas toujours le cas parce que quelques symptômes pas très sympathiques viennent accompagner ou rappeler à la femme que son âge, que les ovaires ne fonctionnent plus et qu'il y a une cessation de sécrétion des hormones, essentiellement de l'œstrogène. Et c'est vraiment le primum movens de la ménopause et de ses symptômes, ce qu'on appelle les symptômes climatériques. Comme vous l'avez dit, les bouffées de chaleur, les problèmes urinaires, les problèmes de peau, etc. Alors, il y a eu un long débat pendant ces 3 dernières décennies qu'il est important de relever. Pendant longtemps, on a considéré que la ménopause était une maladie, de par les symptômes qu'elle pouvait engendrer. Donc, on était dans le
tout venant, dans le traitement du tout venant. Il fallait donner du traitement hormonal substitutif à tout le monde. Et puis sont venues 2 études qui sont assez connues, célèbres, et qui sont aussi assez critiquables. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui se sont dit, aïe, le traitement de la ménopause est très dangereux, il donne le cancer du sein, il augmente les maladies cardiovasculaires, donc il faut tout arrêter. Et donc on est passé d'une extrême à une autre. Beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on a... Tout à fait, parce que, et nous, personnellement, on avait, nous, en tant que prescripteurs, on avait beaucoup de difficultés à convaincre les femmes d'arrêter. C'est comme si on leur disait, vous arrêtez votre bien-être. Parce qu'il est clair que ce traitement apporte un bien-être indéniable. Elles reprennent leur vie comme si rien n'était. La peau s'améliore, les troubles urinaires s'estompent, les bouffées de chaleur également. Donc, elles reprenaient une vie quasi normale par rapport à la cessation de l'activité ovarienne. Là, on est dans une situation plus intermédiaire et plus logique. Je m'explique. On sait aujourd'hui que ce traitement, surtout par certaines voies, notamment la voie orale, augmente les risques de cancer du sein quand on le donne au-delà de 5 ans. Donc ça, c'est important. Donc il ne faut pas dépasser 5 ans. À moins de 5 ans, on est pratiquement sur le même taux de cancer du sein par rapport à la population qui ne prend pas le traitement hormonal substitutif. Et de 2, il faut savoir que toutes les femmes, comme vous l'avez très bien dit, ne vivent... Par rapport à ce point exact de 5 ans, bien sûr. Ce qui pose problème le plus, c'est pas le post-ménopause, parce que la ménopause n'est qu'une crise, comme l'a appelé tout à l'heure Fatem Zahra, n'est qu'un passage. C'est-à-dire que ces symptômes ne restent pas à vie. Est-ce que 5 ans, c'est pas suffisant, justement, pour gérer la crise quand elle arrive, et ensuite la femme n'a finalement plus besoin? Oui. C'est une excellente question et aujourd'hui on a la réponse. On estime que les signes climatériques durent en moyenne 6 à 7 ans. Okay. Mais qu'au bout de 5 ans de traitement, accompagné toujours de conseils hygiéno-diététiques, il faut que la femme fasse du sport, il faut que la femme arrête de fumer, il faut que la femme ait une alimentation équilibrée, qu'elle perde du poids. Tout ça sont des éléments qui vont améliorer sa qualité de vie. Et on estime que plus de 85% des femmes, après 5 ans à l'arrêt du traitement, elles sont ravies, elles n'ont pas la reprise de ces traitements, de ces symptômes. Bien sûr, il y a 10 à 15% des femmes qu'on va avoir du mal à convaincre parce que dès qu'elles vont arrêter, les bouffées de chaleur vont reprendre, elles vont avoir vraiment l'impression de revivre les moments difficiles qu'elles ont vécus. C'est là où peut-être on peut les accompagner par des traitements parallèles. Ça, on le donne essentiellement. Il faut savoir que, juste pour que je continue, si vous le permettez, ce traitement n'est pas donné systématiquement. Ce traitement hormonal doit être donné en fonction, c'est au cas par cas. C'est une personnalisation qu'il est important de passer comme message aux femmes ménopausées. Les femmes qui ont des syndromes climatériques très importants, qui ne cèdent pas au traitement habituel, parce qu'on peut donner des phytoœstrogènes, qui n'ont pas du tout d'effets secondaires. On peut donner des traitements qui ont une action sur la vasomotricité, qui vont baisser les bouffées de chaleur. Aujourd'hui, il y a également des traitements, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la sexualité de ces femmes. Elles ont le droit, elles ont 50 ans, c'est la fleur de l'âge. Elles ont le droit de vivre une sexualité la plus épanouie. On sait qu'elles vont avoir une baisse de la libido et probablement une sécheresse vaginale. Aujourd'hui, il y a des traitements qui améliorent, des traitements, franchement, qui ont un apport énorme. Je parle du laser. Le laser CO2 fractionné est un traitement qui apporte énormément de bénéfices, ne serait-ce qu'en termes de sécheresse vaginale. 2-3 séances de laser vont améliorer la sécheresse vaginale, vont améliorer l'incontinence urinaire chez ces femmes, parce que beaucoup de femmes à un certain âge disent « je pisse de rire ». Pisser de rire n'est pas normal. Quand on a une fuite urinaire à l'effort, ça veut dire qu'on a une petite incontinence et qu'il est légitime de traiter rapidement. Donc voilà, il y a des traitements qui accompagnent le traitement hormonal. Bien sûr, ce traitement est essentiel chez les femmes qui ont un début d'ostéoporose, parce qu'on sait que ces femmes ménopausées vont avoir une raréfaction osseuse, et on sait que si on comprend bien, le traitement hormonal substitutif, comme vous l'avez dit, c'est du cas par cas, mais c'est ce qui va venir en dernier, après plusieurs
traitements, on va dire, qui ont fait leurs preuves, qui sont peut-être moins efficaces que le THS, mais en tout cas, ils sont beaucoup moins anodins que le THS. Exact. Le THS, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle mesurer le bénéfice-risque du traitement. Exactement. Vous savez qu'en médecine, c'est quelque chose qui est très important. C'est la balance entre le bénéfice et le risque. Et dans toute situation pathologique, on est obligé de faire et on est obligé de prendre la mesure du bénéfice et la mesure du risque avant de prescrire quoi que ce soit comme traitement. Et étant donné que ces traitements, dans tous les cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand ils sont indiqués, quand le médecin juge que la qualité de vie est très altérée par ces signes climatériques qu'on a déjà cités, là et que ça ne répond à aucun autre traitement, là on donne ce traitement. Ce traitement, il vaut mieux le donner par voie transdermique. On sait que les gels transcutanés ou les patchs donnent moins d'effets secondaires, que ce soit au niveau cardiovasculaire qu'au niveau du cancer du sein. Le cancer du sein, il y a à peu près 3 à 4% d'augmentation du risque au-delà de 5 ans de traitement hormonal substitutif. Donc, mais par contre, toutes les études n'ont pas montré d'augmentation du risque avant 5 ans de traitement. Donc, quand il faut le donner à dose progressive jusqu'à aboutir à un équilibre. Cet équilibre, c'est la femme qui va vous le dire. C'est bon, je n'ai plus de bouffée de chaleur. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit surdosée. Il ne faut pas qu'elle ait de tension au niveau des seins. Il ne faut pas qu'elle se sente enflée. Ces signes vont témoigner d'un surdosage. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller crescendo pour trouver le meilleur équilibre possible en avisant la femme, bien sûr, qu'elle doit avoir d'abord un bilan au préalable. Il faut qu'elle ait sa mammographie. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une faute médicale de donner un traitement hormonal substitutif si on n'a pas fait une mammographie. On va demander une densité osseuse, voir si la femme commence. La densitométrie osseuse nous permet de savoir s'il y a de l'ostéoporose ou même de l'ostéopénie, c'est-à-dire les signes prémonitoires d'une ostéoporose, un début de raréfaction osseuse. Et pour la bien sûr, un bilan biologique. Pour la mammographie, elle est extrêmement importante parce que si on a des signes qui peuvent orienter vers une pathologie tumorale, il est strictement contre-indiqué de donner ce traitement hormonal. Ou du moins, il faut explorer ces signes, éliminer un cancer du sein avant de démarrer quoi que ce soit comme traitement hormonal, parce qu'on sait que le traitement hormonal substitutif, les œstrogènes et la progestérone, comme je vous l'ai dit, après 5 ans de traitement, expose au risque de cancer du sein. Et bien sûr, un bilan aussi sanguin, parce qu'il y a aussi les problèmes cardiovasculaires, tout ce qui est cholestérol, bilan lipidique, bilan hépatique, etc. Ce sont des bilans qu'on se doit d'avoir. Et si on a des petites anomalies, on va demander à la femme de faire un régime, de baisser son cholestérol, le cholestérol anormal surtout, avant de commencer ce traitement. C'est vraiment une discussion qu'il est très important d'avoir avec ces femmes, parce qu'elles vivent un mal-être psychologique, et je pense que Mme Fethi l'a dit. Elles ont l'impression que leur féminité s'est arrêtée, ce qui n'est pas vrai. C'est juste l'ovaire qui s'est arrêté de fonctionner, il s'est arrêté de fonctionner à 90%, et donc c'est un arrêt de la période de procréation. C'est pas du tout l'arrêt de la féminité, bien au contraire. La femme, elle doit trouver le moyen de plus s'épanouir pendant cette période, parce qu'elle sera probablement plus disponible pour elle-même, pour ses amis, pour les choses qu'elle avait envie de faire probablement pendant longtemps, et que ses occupations familiales et ses devoirs familiaux et conjugaux l'ont probablement empêché de faire. Alors, donc, il faut qu'on discute en général, il faut que nous discutons avec ces femmes. En 20 secondes, si c'est possible, un petit mot, parce qu'on arrive à la fin de notre rendez-vous, un petit mot aux conjoints aussi qui nous regardent, parce que c'est important. Il faut un accompagnement, c'est une étape à franchir à 2 essentiellement. Tout à fait. C'est là où je suis probablement pas d'accord avec Madame Fethi tout à l'heure. L'homme est un élément, le mari est un élément incontournable dans cette situation. Il faut absolument qu'il comprenne que la femme est cyclotimique. Ça, il a le temps de l'avoir compris pendant la vie où elle avait toujours ses règles. Quand elle a plus ses règles, il y a une autre étape que le mari doit comprendre
et doit aider absolument, accompagner sa femme dans la résolution, entre guillemets, de ces petits soucis, de ces petits bobos, parce que à défaut, les problèmes conjugaux ne vont faire que s'aggraver, alors que la femme, dans l'histoire, sera probablement la victime. Donc j'invite les maris à être très compréhensifs et à comprendre que c'est une période très difficile et qui est souvent passagère, et que les médecins arrivent à résoudre d'une façon ou d'une autre avec la femme, mais avec l'aide du mari. Eh bien, merci beaucoup, infiniment, professeur Hamas Frioui, d'avoir été en direct avec nous sur Média TV ce soir, d'avoir amené ce message clair et plein d'espoir, justement, à toutes ces femmes qui pensent qu'elles sont toutes seules à vivre cette période transitoire de la vie, alors que, voilà, elles étaient dynamiques, elles étaient bien dans leur peau du jour au lendemain, elles ne comprennent pas ce qui se passe véritablement. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur différents aspects et c'est essentiel, justement, de clarifier les choses par rapport à ce traitement. Professeur Hamas Frioui, gynécologue à Casablanca. Très bonne soirée à vous, professeur. Un grand merci à toute l'équipe en régie, l'équipe technique, la prod, enfin voilà, tout le monde, toutes les personnes qui sont dans les coulisses de l'émission. Rendez-vous ce soir, rediffusion de cet épisode à 22h30. Je vais y arriver. Et demain, 18h30, un nouveau rendez-vous avec un nouveau sujet. Mais avant 15h30, je serai sur Média Radio avec Farhana pour Blamiad. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à demain.